Bien vous deux? Bon. Eh ben allez, au boulot, hein. Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur deux films que j'ai pu voir ce courant février. Ces deux films qui ont été chacun à leur manière de véritables coups de cœur, mais c'est surtout deux films qui ont aussi été, toujours chacun à leur manière, de véritables expériences de cinéma complètement hallucinantes. Donc trêve de suspense, ces deux films, il s'agit de Roar et des Garçons Sauvages de Bertrand Mandico. C'est parti! Alors, Roar n'est pas un clip de Katy Perry, mais un film américain réalisé par Noël Marshall vers la fin des années 70. Il a la particularité d'être considéré comme le film le plus dangereux jamais réalisé, car en effet ce dernier s'articule autour de nombreux félins, apprivoisés mais non dressés, et laissés pleinement libres de tout mouvement sur le plateau de tournage. Voilà, alors donc je récapitule, si vous n'avez pas bien compris, les mecs ont tourné un film avec plus de 200 fauves, des lions, des tigres, des panthères, etc. etc. Et même si les bestioles étaient plus ou moins apprivoisées, on va dire, aucune n'était réellement dressée pour les besoins du film. Du coup, rien que le postulat de départ fait de Roar l'un des films les plus barrés de la Terre, tout simplement. Le tournage a duré 6 ans et plus de 70 membres de l'équipe technique se sont retrouvés blessés sur le plateau. Donc voilà, vous connaissez ma passion pour les films de fous furieux. Là, véritablement, je crois qu'on a passé un cap dans le degré d'inconscience. Je ne vais pas trop m'attarder sur la jeunesse du film et la façon dont il a été fait, car même si celle-ci est extrêmement passionnante, d'autres se sont déjà penchés sur le sujet. Je vous conseille par exemple de jeter un œil à la vidéo du Coin du Bis, le lien est en description si vous voulez en apprendre plus à ce propos. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de revenir plus ou moins sur l'expérience qu'a été le visionnage de ce film, parce que, voilà, il est ressorti en salle il y a quelques temps, et vraiment, ça a été un choc, je peux vous dire que c'est quelque chose. L'histoire, je vais vous la faire courte, elle est très sommaire. On y suit un espèce de scientifique qui veut sensibiliser le monde sur les espèces en voie de disparition en Afrique. Du coup, lui, il s'est tapé un gros délire. Il vit dans un espèce de ranch dans lequel il a accumulé plus de 200 fauves avec lui, entre autres, parce que il y a aussi voilà, des éléphants, etc. Enfin, vous verrez dans le film. Les animaux ont totalement accès à la maison, ils vaquent tranquillement à leur occupation, lui dort avec eux, voilà. Ça provoque un petit peu la colère des autorités locales, alors pour des raisons qui m'ont paru un petit peu obscures, j'ai pas bien vraiment compris ce qui les emmerdait tant. Mais voilà, le film commence réellement alors que toute la petite famille doit rejoindre ce scientifique dans ce ranch. Il y a tout un tas de quiproquos qui vont faire qu'en fait, ils vont pas se croiser. Du coup, sa femme, sa fille et ses deux fils vont arriver alors que lui n'est pas à la maison. Et voilà, ils n'étaient pas vraiment prévenus que les animaux étaient laissés comme ça en liberté et ils vont se retrouver pris au piège dans la maison avec tous les fauves. Alors, premier truc que vous devez vraiment savoir, c'est que c'est pas du tout un film d'horreur. Là, c'est vrai, peut-être que quand je le raconte comme ça, ça peut évoquer un film un petit peu à la Cujo. Et même si après, le film a été vendu un petit peu comme ça, avec un postulat plus ou moins horrifique, en réalité, à l'époque, c'était un film familial. Malgré tout, le visionnage s'avère extrêmement dérangeant. Déjà, parce que quand on sait un petit peu comment le film a été tourné, comment il a été fait, véritablement le malaise se crée. Parce que ce qu'on voit à l'écran s'avère totalement flippant. Par exemple, il faut savoir qu'on voit du vrai sang dans le film. Je l'ai mentionné plus tôt, mais 70 personnes ont été blessées pendant le tournage du film. Yann Debonde, par exemple, le directeur de la photographie, lui a carrément été scalpé par un fauve, il s'est retrouvé à l'hôpital avec 220 points de suture. Mélanie Griffith a failli carrément perdre un œil, elle s'est fait mordre au visage par un lion. Elle a fini à l'hosto, elle a eu une chirurgie, une reconstruction faciale et tout. 50 points de suture, je crois, au total. Alors, ils ont beau essayer de masquer plus ou moins les dérapages, on voit il y a des cuts très francs dans le film. Le truc fait vraiment rafistoler à partir de plans divers et variés qui sont allés piocher à droite à gauche. Mais même s'ils essayent d'atténuer comme ça cette violence, au final, le truc s'avère véritablement glaçant, quoi. Il y a des scènes qui sont juste
hallucinantes. Genre, on voit Noël Marshall faire de la moto au milieu des tigres et des lions et esquiver des vrais bons gros coups de patte, mais donner vraiment toute griffe dehors. Le mec se jette aussi sur des animaux en train de se battre pour les séparer. Voilà, moi j'aime beaucoup les bêtes, il n'y a pas de souci, mais alors à ce niveau-là, c'est vraiment de l'inconscience pure et simple. Surtout que le type n'a pas vraiment de formation de dresseur ou quoi que ce soit. Jusqu'à présent, je pensais que le film le plus fou à avoir été jamais fait, c'était Mad Max, le premier Mad Max. Parce que dans Mad Max, les cascades sont vraiment folles. Et en plus, elles sont faites au détriment de toute sécurité. Les mecs n'avaient pas les autorisations, ils devaient faire ça vite. Voilà, ils étaient en mode Survivor. Mais alors là, Roar a vraiment fait péter tous les scores à ce niveau. Déjà, je me demande comment le mec a pu penser un seul instant que c'était une bonne idée de tourner ce film de cette façon. Et puis surtout, mais je me demande comment il a fait pour embarquer des gens dans ce projet. Parce que rien que si on parle des acteurs, il faut voir que c'est sa vraie famille qu'on voit à l'écran. Noël Marshall et Tippi Hedren, qui joue sa femme, étaient mariés à l'époque du film. Et d'ailleurs, malheureusement, leur mariage n'a pas vraiment continué après cette expérience. Roar, c'est donc un immense jeu du chat et de la souris partagé entre documentaire et fiction. Même si les séquences sont scénarisées, le film est surtout bricolé à partir d'instants pris sur le vif et laissés au bon vouloir des animaux. On peut y déceler une certaine dissonance entre l'ambition et la forme finale, car si à la base Noël Marshall voulait faire une œuvre familiale à la gloire des félins et des animaux de l'Afrique, en fin de compte il accouche certainement du film le plus flippant, mettant en scène des animaux sauvages. Je vous assure, jamais je n'ai eu aussi peur pour les personnages d'un film. Ah, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez là, les Insidious, les Conjuring, les Saw, etc., etc. Mais jamais rien n'égalera la folie de ce film et la frousse que j'ai ressentie en le regardant. Vous l'aurez compris, si Roar est un film inclassable, son visionnage est une nécessité si vous recherchez une expérience de cinéma viscérale et atypique. Déjà que à la base, on ne sait pas vraiment comment il a pu faire le truc, mais alors maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est mort de chez mort. Jamais vous pourrez revoir un film comme ça sur un écran de cinéma. À l'heure où les images de synthèse et les doublures numériques ont pris le pas à Hollywood, Roar représente tout un pan de cinéma qui s'est aujourd'hui écroulé. Adieu donc à ces cascadeurs fous et à ces cinéastes enragés, capables de prendre des risques inconsidérés pour la seule satisfaction du public. Ces véritables fous furieux du 7e art qui faisaient passer la véracité de l'action avant leur intégrité physique sont aujourd'hui une espèce en voie d'extinction. Dernier survivant d'un cinéma ballsy, seul Tom Cruise semble encore capable aujourd'hui d'assurer lui-même ses cascades. Rendons donc hommage à tous ces timbrés diablement géniaux qui, grâce à leur folie ou à leur inconscience, ont su nous offrir des images sans commune mesure. Allez, on va mettre de côté les gros chats et les espèces d'inconscients qui les filment pour passer à un tout autre type d'hallucination avec Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandico. Bertrand Mandico est un réalisateur toulousain diplômé de l'école des Gobelins et qui a déjà réalisé plus d'une vingtaine de courts et moyens métrages. Il se distingue par l'atmosphère organique et surréaliste de ses films, par son rapport au corps, à la sexualité et grâce à l'onirisme poétique et hallucinatoire qu'il donne à ses œuvres. Et alors là, pour le coup, question onirisme, vous allez être servi avec Les Garçons Sauvages, qui constitue son premier long métrage. On y suit une bande de 5 adolescents qui, après avoir tué plus ou moins accidentellement leur professeur de lettres, sont envoyés sur une mystérieuse île accompagnés d'un capitaine de navire qui dit avoir des méthodes bien à lui pour adoucir n'importe quelle personne. Après, c'est vraiment très compliqué d'aborder en fait l'histoire des Garçons Sauvages parce que j'aimerais pas trop déflorer le propos du film. Je pense vraiment que, comme souvent avec ce genre de films qui sont des véritables expériences, il vaut mieux l'aborder en sachant le moins possible, en étant ouvert d'esprit, capable de recevoir ce que le réalisateur a à nous offrir et en se laissant porter par l'univers qui nous est proposé. Sachez juste qu'on est dans une espèce de Robinsonade à la Crusoe, mixé avec querelle de Fassbinder. On y parle de sexualité, de fantasmes, de rapport au corps, tout ça dans une ambiance onirique totalement éthérée, qui laisse autant place à la poésie
qui a une espèce de viscéralité organique un petit peu abrupte. Donc clairement c'est un film qui ne plaira pas à tout le monde, que ce soit dans son fond comme dans sa forme, mais qui clairement, moi en tant que spectateur, me ravit, notamment par la façon dont il est fait. Un peu comme Laisser bronzer les cadavres de Kata et Forzani, Les Garçons Sauvages revient à une volonté de faire du cinéma de plasticien. Déjà, le film est en 16 mm plein cadre, c'est-à-dire que chaque photogramme a été scanné dans son intégralité, c'est pour ça que vous voyez les petits bords ronds dans les coins de l'image. Il n'y a aucun effet numérique. Tout ce que vous voyez à l'écran a été réellement filmé. Il n'y a pas de fond vert, il n'y a pas d'étalonnage, il n'y a pas d'image de synthèse. Voilà, c'est la pellicule brute que vous avez projetée sur la toile. Mais même si on en revient à une forme presque primitive de cinéma, ça ne veut pas dire que le film n'est pas travaillé pour autant. Et au contraire, Bertrand Mandico va vraiment utiliser tous les outils à sa disposition pour donner vie à son histoire. Donc du coup, on a des techniques vraiment old school, genre la surimpression, c'est-à-dire qu'on filme 2 fois la même pellicule pour que ça crée un espèce d'effet de fondu où 2 actions différentes se superposent l'une et l'autre. Il y a aussi des rétroprojections qui consistent du coup à filmer un arrière-plan puis à le projeter sur une toile et à faire jouer ces acteurs devant cette toile. Donc ça permet d'abord soit de créer des décors, des fonds, mais également tout un tas d'effets qui sont plutôt très sympas. Genre par exemple pendant le procès des 5 adolescents, on va les voir eux donc alignés avec le juge derrière eux qui va prononcer la sentence. Et en fait le juge au début on comprend pas, on croit que c'est un même décor, une même image, mais en fait non, il est projeté sur une toile de fond et il va y avoir un zoom sur lui. Donc autant eux vont rester tout petits, autant le juge va grossir jusqu'à les bouffer totalement. Donc ça donne vraiment des effets de cinéma très très intéressants. Et du coup vous allez me dire, ouais mais Quentin c'est un petit peu pour se la péter tout ça, enfin je veux dire maintenant on a la technologie, je vois pas pourquoi il se prendrait la tête à faire ça, c'est vraiment un truc de bobo, ça sert à rien, autant le faire sur des green screen, etc. etc. Je vous répondrai oui et non. Non, surtout parce que tous ces effets contribuent vraiment à donner un aspect très organique au film. Ça laisse en fait finalement une part d'improbabilité presque alchimique à ce qui est filmé et ça donne une vie propre à la pellicule. En ce sens, finalement, ça rejoint pas mal ce qui a été fait sur Roar. Si dans Roar, on s'en remet beaucoup au sujet, parce que comme je vous ai expliqué, les fauves étaient totalement imprévisibles, ils faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient, on pouvait les pousser dans un sens qui allait avec le scénario, mais à la toute fin finalement c'est eux qui décidaient comment ils se comportaient. Là, c'est la pellicule qui va agir comme bon lui semble. Et du coup on en revient à une forme de cinéma où finalement c'est l'artiste qui va être au service de cette pellicule et où elle n'est plus seulement un outil mais vraiment une part intégrante du résultat final. Voilà, je pense que c'est peut-être un petit peu abstrait ce que je suis en train de vous raconter, mais j'espère que j'arrive quand même à me faire comprendre. Quoi qu'il en soit, Les Garçons Sauvages est une œuvre singulière, d'une radicalité sans commune mesure et porteuse d'un amour immodéré pour le cinéma. Véritable collage protéiforme, le film de Bertrand Mandico s'apparente à l'hybridation de multiples références. On y croise Jean Cocteau, La planète sauvage de Topor et Lalou, Jules Verne, Lautréamont, Wakamatsu, Kubrick et bien d'autres encore. Porté par un sublime noir et blanc, duquel s'élèvera des éjaculations de couleurs imprévisibles, Les Garçons Sauvages est un film qui n'a pas peur du ridicule et épouse pleinement toute l'artificialité du cinéma. À ce niveau, c'est marrant de noter que finalement, Les Garçons Sauvages est l'exact inverse du cinéma français bobo sociétal qui pollue habituellement nos salles de cinéma. Jamais Mandico ne va chercher à atteindre une quelconque crédibilité. Il va pas chercher à faire en sorte que son univers paraisse plausible. Et paradoxalement, en fait, c'est de là que va venir tout le cachet du truc. Parce que, en ne cherchant pas à paraître réel, finalement, son film va prendre l'aspect d'un rêve. Et on sait tous que quand on rêve, on a beau savoir qu'il y a quelque chose qui cloche, que ce n'est pas la réalité,
nous, en tant que rêveurs, ça nous apparaît totalement vrai, totalement réel. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment été pris aux tripes par Les Garçons Sauvages, puisque du coup, j'avais l'impression de vivre un espèce de rêve éveillé comme ça, et jamais je n'ai remis en cause l'univers qui m'était présenté à l'écran. Ode à la féminité, récit d'aventure initiatique, voyage hallucinatoire, le premier film de Bertrand Mandico s'inscrit dans une nouvelle génération de cinéastes français, désireux de faire bouger les lignes. Grave de Julia Ducorneau, Laissez bronzer les cadavres de Kate Forzani, Revenge de Coralie Farja, même si tous ces films sont radicalement différents dans leur approche, j'ai l'impression qu'il existe en France une envie commune de proposer des expériences jusqu'au boutiste, sans crainte de tomber dans le too much. Alors, soyons un peu fous nous aussi, et ruons-nous dans les salles obscures pour manifester notre soutien à cette poignée de réalisateurs qui arrivent enfin à me rendre fier du cinéma français. Enfin voilà les petits loups, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Roar, alors je sais pas si vous allez encore pouvoir le trouver au cinéma, quoi qu'il en soit, en tout cas il ressort chez Carlotta Film en DVD Blu-ray le 6 mars, donc je vous invite vraiment à mettre la main sur ce film pour regarder ce que c'est, parce que voilà, le truc est tellement incroyable que il faut voir ce que c'est pour pouvoir le croire. Les Garçons Sauvages, normalement c'est en salle en ce moment même. Si la distribution est pas trop dégueulasse, vous devriez pouvoir le trouver assez facilement quand même dans les salles art et essai. Je souligne que j'ai quand même pu voir ces deux films grâce aux séances hallucinées organisées par les Hallucinations Collectives. D'ailleurs, le prochain festival aura lieu du 27 mars au 2 avril. A priori, j'y serai certainement, donc n'hésitez pas à me faire part de vos retours, à me dire si ça vous intéresse que je fasse un petit peu comme la dernière fois, des bilans, enfin des récapitulatifs pour vous faire découvrir les films bizarroïdesques et tout que j'aurais pu y voir. Voilà, en tout cas, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller prêcher la bonne parole en la partageant sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici qu'on se retrouve, j'espère que vous aurez vu plein de bonnes choses. Je vous dis ciao ciao et bye bye. Voilà, bonne chose de faite. Bon, qu'est-ce que c'est que ce truc ?